Vous n'êtes pas censé être ici. La voix de l'hôtesse de l'air, Claudine, claqua comme un coup de fouet dans la cabine silencieuse d'un vol Air France reliant Paris à Lyon, attirant les regards curieux de la moitié des passagers en classe affaires. Sophie Laurent, une jeune fille de 13 ans aux cheveux châtains noués en une simple queue de cheval, leva les yeux de sa tablette, son visage pâle et serein contrastant avec la tension ambiante. Elle portait un jonc usé, un pull en laine bleu marine qui avait connu de meilleurs jours, et des baskets blanches légèrement éraflées, rien qui ne trahisse l'opulence attendue dans cette section élite de l'avion. « Excusez-moi » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, presque un souffle, mais Claudine, les bras croisés sur sa poitrine impeccablement uniforme, la toisa de haut en bas, comme si elle était une intruse dans un salon privé réservé aux initiés. « Ce siège est réservé à nos passagers élites. Vous êtes manifestement dans la mauvaise section », ajouta l'hôtesse avec un ton sec, ses yeux scrutant la jeune fille comme un garde-frontière face à un voyageur suspect. Quelques passagers tournèrent la tête, intrigués. Une femme élégante en tailleur chic murmura à son voisin. « Sérieusement, ils laissent entrer des enfants ici maintenant ?» Sophie ne broncha pas, habituée à ces regards qui la jugeaient sur son apparence modeste, sur sa jeunesse qui semblait incompatible avec le luxe. Elle pensa un instant à sa mère, Isabelle Moreau, cette brillante informaticienne française qui avait passé des nuits entières à coder un système révolutionnaire pour protéger les voyageurs vulnérables, un protocole éthique numérique conçu pour contrer les discriminations subtiles qui gangrènent les cieux. Isabelle, avec son esprit rebelle inspiré des idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, avait imaginé ce réseau comme une arme discrète contre l'arbitraire, mais les compagnies aériennes l'avaient ignoré, riant de ses idées utopiques. Son père, Pierre Laurent, un ingénieur discret et fortuné, avait secrètement financé l'expansion du système après la mort prématurée d'Isabelle, veillant à ce que Sophie, sa fille unique, ne soit jamais impuissante face à l'injustice. « J'ai un billet », répondit Sophie calmement, en le tendant d'une main ferme, mais Claudine ne daigna même pas y jeter un œil. « Vous devez bouger immédiatement. » Sophie se leva sans larmes, sans protestation, seulement avec ce silence lourd de ceux qui ont appris à être sous-estimés depuis l'enfance. Elle ramassa son sac à dos, glissa sa tablette sous son bras, et suivit Claudine le long de l'allée, passant devant des rangées de regards fuyants et de murmures volés. En classe affaires, un homme d'une cinquantaine d'années, Monsieur Duval, un avocat parisien aux cheveux grisonnants et au costume sur mesure, observa la scène avec un malaise croissant. Il avait vu des injustices similaires dans les tribunaux. Mais ici, dans les airs, cela semblait encore plus absurde. Il croisa le regard de Sophie et lui offrit un sourire compatissant, murmurant à voix basse « C'est inadmissible, mademoiselle, si vous avez besoin d'aide. » Mais Sophie hocha simplement la tête, polie, et continua son chemin. Quelqu'un en affaires rit sous cap, un autre chuchota, probablement un billet en stand-by. Arrivée à son nouveau siège, 35C, au milieu d'une rangée étroite en classe économique, Sophie s'assit entre un homme d'affaires qui soupira bruyamment à son arrivée, agacé par l'intrusion, et un adolescent nommé Lucas. Un garçon de 14 ans aux cheveux ébouriffés et aux écouteurs bon marché, diffusant une musique rock française un peu trop fort. Lucas, originaire de Lyon et voyageant seul pour la première fois, remarqua immédiatement la jeune fille et retira un écouteur. « Salut. Ça va? T'as l'air d'avoir été viré d'un palace. »« Moi? C'est Lucas? Et toi ?» Sophie esquissa un sourire timide, appréciant cette fraternité inattendue qui rappelait les valeurs françaises de solidarité. Sophie. Ouais, quelque chose comme ça. Le siège était inconfortable, chaud de l'occupant précédent. L'espace exigu faisait que ses épaules touchaient presque celles de ses voisins. Elle sortit son ordinateur portable, un modèle discret mais puissant, et glissa à son poignet un petit bracelet en cuir usé, cousu de fils fanés, un héritage de sa mère, contenant une puce secrète. L'écran clignota une fois. Réseau aérien Nexus. Surcharge détectée. Autorisation en attente. Elle ne toucha rien pour l'instant, préférant regarder par le hublot les nuages indifférents qui défilaient, symbole d'une égalité naturelle que les humains peinaient à appliquer. Claudine l'avait humiliée devant des inconnus. L'avait arrachée de son siège parce qu'elle ne correspondait pas au profil élite. Mais Sophie n'avait pas besoin d'argumenter. Elle avait mieux, un système que sa mère avait bâti, une clé qu'elle portait désormais, et un réseau sur le point de plonger dans un silence assourdissant. 5 minutes plus tard, des dizaines d'aéroports en Europe commenceraient à se verrouiller, mais pour l'instant, Sophie attendait patiemment en 35C, ses doigts planant au-dessus du clavier. Elle envoya un message discret à son père Pierre,
Papa, ça s'est passé comme prévu. Ils m'ont déplacé. La réponse arriva presque immédiatement. Reste forte, ma chérie. Souviens-toi des mots de ta mère. L'égalité n'est pas un cadeau, c'est un combat. Active si nécessaire. Sophie hocha la tête pour elle-même, se rappelant les soirées à Paris où Isabelle lui lisait des extraits de Rousseau ou de Voltaire, instillant en elle l'idée que la dignité humaine transcende les classes sociales. Lucas, curieux, engagea la conversation. T'es de Paris? Moi, je vais chez mes grands-parents à Lyon. C'est la première fois que je vole seul, c'est excitant mais un peu flippant. Sophie répondit avec cette courtoisie française innée, oui, de Paris. C'est cool pour toi. Moi, je rends visite à de la famille aussi. Ils parlèrent un moment de musique. Lucas adorait les chansons de Stromae, tandis que Sophie préférait les classiques comme Édith Piaf, un lien culturel qui les unit instantanément. Pendant ce temps, en classe affaires, Monsieur Duval ne pouvait s'empêcher de ruminer. Il avait vu Claudine agir avec un zèle discriminatoire, et cela heurtait ses principes d'avocat défendant les droits civils. Il nota mentalement de contacter la compagnie une fois atterri, ignorant encore l'ampleur de ce qui se préparait. Sophie, de son côté, se concentra sur son écran. L'icône du réseau aérien clignotait dans le coin, comme si elle la reconnaissait, tout comme sa mère l'avait promis. Des années plus tôt, Isabelle Moreau avait créé ce prototype, un protocole éthique numérique destiné à protéger les passagers de la discrimination, du harcèlement ou des biais cachés, particulièrement les enfants. Les compagnies aériennes l'avaient balayé d'un revers de main, certaines la ridiculisant lors de réunions à Bruxelles, mais Pierre n'avait pas ri. Après la perte d'Isabelle, emporté par une maladie fulgurante, il avait étendu le système en secret, à l'échelle européenne, pour une seule raison, que Sophie ne soit jamais sans défense. Aujourd'hui était ce moment. Sophie cliqua, un carillon doux retentit. L'écran pulsa. Autorisation demandée. Accès tiers moraux. Surcharge enfant. Elle glissa son bracelet sur le capteur. Correspondance confirmée. Initiation du protocole dignité tiers 1. Un tapotement plus tard, le réseau pulsa. À l'intérieur des terminaux de dizaines d'aéroports, Charles de Gaulle, Orly, Lyon-Saint-Exupéry, et bien d'autres, des perturbations subtiles commencèrent. Les files d'embarquement se figèrent, les kiosques de fidélité se réinitialisèrent, et les systèmes de check-in élite glitchèrent en temps réel. Rien ne pointait encore vers Sophie, mais à Paris, une analyste système, Élise, une jeune femme passionnée par la cybersécurité, se pencha en arrière et murmura « Quelque chose cloche avec la passerelle éthique ». Pendant ce temps, en 35C, Sophie rangea simplement le bracelet dans sa capuche. Lucas rit bruyamment à une vidéo sur son téléphone, l'homme à côté éternua et s'essuya le nez sur sa manche. Sophie resta calme, sachant au fond d'elle quelque chose que personne d'autre ne savait. On pouvait la chasser de la première classe, mais on ne pouvait arrêter un système qu'elle avait aidé à construire. De retour à l'avant, Claudine n'avait rien remarqué, mais cela allait changer. La première alerte arriva discrètement, une petite incohérence d'authentification au système de fidélité de Lyon. Rien d'urgent, juste assez pour froncer les sourcils dans la salité. 2 minutes plus tard, Marseille, Nice et Genève signalèrent des glitches simultanés sur les accès VIP. Les files élites s'arrêtèrent. Les entrées au salon refusèrent de scanner. Puis, le logiciel des portes d'embarquement à Roissy se figea en pleine mise à jour. À Paris, un ingénieur système fixa son écran. Attendez, tout ça se synchronise sur la même signature d'erreur. Il le signala, puis cligna des yeux. C'est lié au réseau aérien Nexus à travers l'Europe? Des dizaines d'aéroports étaient maintenant affectés, la plupart ne s'en rendant pas encore compte. Sur le vol, Claudine arpenta l'allée, inconsciente. Elle ne remarqua pas le bourdonnement doux de la rangée 35, ne vit pas la lumière clignotante sur l'ordinateur de Sophie s'éteindre, ne laissant que le reflet des nuages sur la vitre. Dans le cockpit, le capitaine reçut un message codé du serveur principal de la compagnie. Réseau aérien tiers inactivé. Maintien éthique engagé. Il fronça les sourcils. On n'a jamais vu ça avant. Le copilote parut confus. C'est une alerte cybersécurité? Pas exactement. Ça ressemble à une surcharge fédérale. De qui? Pas de réponse. Pendant ce temps, une femme en 2B tapa sur son écran et grogna. Pourquoi je ne peux pas vérifier mes points de fidélité? Un homme en 1A ne pouvait accéder à son formulaire de douane prêt, rempli. Aucun d'eux ne savait ce qui se passait, pas encore. Mais en 35C, Sophie resta immobile, écoutant le murmure croissant de confusion. Un bébé pleura.
Quelqu'un appuya sur le bouton d'appel. Un homme âgé marmonna. Quelle compagnie est-ce? Sophie ne tressaillit pas. Elle n'avait pas besoin qu'il comprenne. Elle avait seulement besoin de 5 minutes de silence. Dans les 60 secondes suivantes, chaque client élite sur le vol perdrait l'accès, et la femme qui l'avait traîné hors de la première classe serait bientôt appelée à l'avant, non pour servir, mais pour répondre. Au centre d'opération de la DGAC à Paris, une rangée d'analystes fixait leur moniteur. « Ça ne peut pas être aléatoire », dit Marie Lefebvre, officier principal d'intégrité système, une femme d'expérience formée à l'école polytechnique. On a un maintien éthique miroir sur des dizaines d'aéroports, tous déclenchés en 6 minutes. Peut être une brèche, murmura quelqu'un. Marie secoua la tête. Ce n'est pas une brèche, c'est interne. Le réseau aérien Nexus n'est pas censé s'activer, sauf si. Elle s'arrêta. Sauf si quelqu'un avec un accès tiers Moreau l'a appelé. Elle plissa les yeux sur le code de traçage. Le point d'origine n'était pas une tour, pas un serveur admin, pas même un relais au sol. C'était mobile, en vol. Ça vient du vol AF 1234. Un silence tomba sur la salle. Dans le cockpit du vol AF 1234, le casque du capitaine crépita. Ici DGAC Ops. Nous avons identifié votre vol comme source actuelle d'un verrouillage système large du réseau aérien Nexus. Il cligna des yeux. Pardon, veuillez confirmer si quelqu'un à bord a des credencials associés au projet Moreau. Il se tourna vers son copilote. Aucun membre d'équipage n'aurait ça. Attendez, projet Moreau? C'est le système de surcharge éthique, non? Construit pour l'application des protocoles contre la discrimination. Le capitaine s'adossa. Il n'a jamais été déployé publiquement. Eh bien, quelqu'un sur votre vol vient de le déployer. Dans la cabine, Claudine repassa près de la rangée 35, grommelant sur les pannes tech et les upgrades bon marché, ruinant les vols premium. Sophie ne leva pas les yeux. Elle garda son écran sombre, les mains immobiles, le visage calme. Elle avait lu ça dans le journal de sa mère. Un réseau assez large pour paralyser un continent, mais assez discret pour commencer avec une seule fille en économie. Maintenant, c'était en train d'arriver, et personne ne la suspectait encore. Le coup à la porte du cockpit fut sec et rapide. Claudine entra, confuse. « Vous m'avez appelé ?» Le capitaine ne leva pas les yeux. Il était en appel sécurisé avec le contrôle au sol de la DGAC, les yeux scrutant une liste de noms sur le manifeste des passagers. « Oui, dit-il enfin, on doit vérifier quelque chose. » Claudine croisa les bras. « D'accord, rangée 1A. Qui était assis là à l'origine ?» Claudine cligna des yeux. « Quoi ? Le nom sur le manifeste ne correspond pas à la femme assise là maintenant. Vous avez déplacé quelqu'un plus tôt, non? Oh ouais. » Elle agita la main comme si c'était rien. Une gamine, blonde, a dit qu'elle avait un billet première classe, mais ce siège est généralement réservé pour, vous savez, les vrais passagers statut diamant. Et qu'a-t-elle fait quand vous lui avez demandé de bouger? N'a pas argumenté, s'est levée et a marché vers l'arrière, n'a même pas croisé mon regard. Le copilote haussa un sourcil. Le capitaine garda la voix stable. Quel était son nom? Claudine s'arrêta, commençant à réaliser que ce n'était pas une question normale. Laurent, elle s'appelait. Sophie Laurent. Silence. Puis le capitaine se tourna lentement vers elle. A-t-elle dit autre chose? Non. Pourquoi? C'est juste une gamine. Au quartier général de la DGAC, l'écran de Marie Lefebvre se rafraîchit. Correspondance trouvée. Sophie Moreau-Laurent. Accès tiers, surcharge enfant. Autorité héritée. Clé système valide. Activation location rangée 35C. Marie expira lentement. Elle n'est pas juste une gamine, murmura-t-elle. Pendant ce temps, en 35C, Sophie appuya sa tête en arrière, fermant les yeux. Elle entendit des pas près du cockpit, Claudine chuchotant rapidement, un appel étant passé, mais personne ne venait pour elle encore. Pas d'alarme, pas de doigt pointé. On la sous-estimait encore, exactement comme elle en avait besoin. Marie Lefebvre tapa. DGAC Nexus, requête surcharge autorisation tiers Moreau accès refusé. Une tentative de rollback manuel. Système verrouillé. Un nouveau message clignota sur son écran. En conformité avec le protocole Moreau, surcharge éthique active ne peut être effacée que par l'agent activateur. Clearance doit être accordée manuellement. Entrée locale restreinte. Marie cligna des yeux. Le système nous a verrouillés. Son adjoint se pencha. Ça signifie que la seule personne qui peut l'arrêter est Sophie. À l'aéroport de Lyon, le bureau de fidélité d'Air France était en chaos. Pas d'upgrade, pas d'accès salon, pas de scan statut. Un exécutif aboya. « Qu'est-ce qu'on dirige ici? Une gare routière.
Leur chef système tapa sur son écran, pâle. Ce n'est pas nous. On est flagué par le réseau aérien. Ça dit qu'on est en quarantaine éthique. Alors, déverrouiller. On ne peut pas. C'est lié à un verrouillage tiers 1. Protocole intégrité globale. L'exécutif expira. Qui tient la clé? L'autre hésita. Une ado de 13 ans sur le vol AF 234. Dans le cockpit, le capitaine lut à voix haute la directive récente de la DGAC. Toutes les demandes de rollback system doivent maintenant passer directement par la passagère Sophie Moreau-Laurent. Pas de bypass manuel. Elle détient la credenciale finale. Claudine rit maladroitement. C'est insensé. C'est une gamine. Le capitaine ne rit pas. En 35C, Sophie rouvrit son ordinateur, non pour vérifier le système, mais pour lire un message. C'était de son père. S'ils veulent rentrer, ils devront te parler d'abord. C'est ton système maintenant. Sophie sourit légèrement, juste pour elle. Il l'avait chassée de la première classe, mais maintenant chaque aéroport en France attendait sa permission pour fonctionner, et elle n'avait pas encore décidé. À midi, Orly, Roissy et Genève émirent le même code d'urgence. Demande clearance diplomatique de l'agent activateur, passagère 35C vol AF 234. Bientôt, le nom de Sophie était sur des chaînes d'escalade interne. Chaque message disait la même chose. Demande clearance. Ouvert à discussion. Excuses formelles en attente. Dans la salle de contrôle à Orly, un directeur OPS régional avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « C'est absurde, murmura-t-il. Pourquoi négocions-nous avec une collégienne ?» Son adjoint ne leva pas les yeux de sa tablette. Parce que cette collégienne a hérité des droits de surcharge du protocole Moreau, celui que votre board a rejeté il y a 3 ans. Le directeur se frotta les tempes. Mon Dieu! À bord du vol AF 234, Sophie tapa tranquillement. Elle n'était pas en colère, elle ne criait pas, n'exigeait pas un communiqué de presse, ne menaçait pas d'action légale. Juste 3 mots. Laissez-la dire. Dans la galerie, Claudine rit avec une autre hôtesse. Vous croyez tous ces retards pourquoi? Un système de fidélité glitchy? Elle n'avait pas entendu les chuchotements encore. Ne savait pas que la DGAC avait flagué son vol. Ne savait pas que 4 terminaux nommaient maintenant son nom dans des mémos internes. Ne savait pas que son nom avait été envoyé discrètement à une commission éthique fédérale. En 35C, Sophie ne tressaillit pas. Elle n'avait pas besoin de confronter Claudine, n'avait pas besoin d'annoncer qui elle était. Ce n'était pas le point, parce que ce n'était pas juste une question de siège. C'était un système qui croyait que le pouvoir ne siégeait qu'en première classe. Maintenant, ce système suppliait pour l'accès, et elle n'avait pas encore cliqué sur « Approuver ». Précisément à l'heure du déjeuner, un message haute priorité pingua le serveur national de la DGAC, tamponné tiers état, communication surcharge civile à la passagère Sophie Moreau-Laurent de l'autorité interagence éthique. À l'intérieur, le message était simple. Mademoiselle Laurent, votre protocole actuel a initié un impact système large sur des dizaines d'aéroports, plusieurs gateways partenaires internationaux et plateformes alliées. Nous demandons respectueusement un dialogue direct. Veuillez conseiller les termes de résolution. Nous reconnaissons votre autorité per protocole Moreau, section 13. Ils ne l'appelèrent pas jeune fille, pas mademoiselle. Ils l'appelèrent mademoiselle Laurent. À travers le pays, au moins 18 directeurs d'aéroports ouvrirent leur boîte mail à des avertissements identiques. Vol AF 234 passagère Claudine Dubois a été flaguée en connexion avec un incident de suppression éthique. Avis en attente d'enquête. Réponse immédiate requise si impliquée dans discrimination frontline. Et juste comme ça, les noms s'inversèrent. Sophie devint le point de contact. Claudine, le problème. Dans la cabine, le capitaine sortit, non pour parler à Sophie. Il savait mieux maintenant. Au lieu, il marcha vers la galerie où Claudine se tenait, remplissant son café. « Claudine, dit-il neutre. Un bizarre. La DGAC demande sur votre réassignation de siège plus tôt. Ils veulent une déclaration complète. » Elle fronça les sourcils. « Quoi ?» Il l'envoie à l'éthique. Claudine rit sèchement. Ils perdent du temps. Cette fille est une nobody. La première classe était surbookée. Elle n'était pas au mauvais siège. Le capitaine l'interrompit. Son nom était dessus. Claudine cligna. Mais elle avait l'air. Les mots s'accrochèrent dans sa gorge. Elle avait l'air quoi? Jeune, silencieuse, pas assez chère? Le capitaine ne pressa pas plus. Il lui tendit une copie imprimée du mémo. Claudine la scanna. Son nom.
Son numéro de badge. Timestamp. Rapport sous tiers, violation passagère. Événement surcharge éthique. Pendant ce temps, Sophie resta immobile. Elle n'avait pas répondu à la DGAC encore, n'avait pas reconnu le langage respectueux de l'autorité, n'avait même pas tressailli quand le capitaine passa sa rangée et offrit un hochement discret. Elle fixa simplement les nuages au-delà du hublot. Pour quiconque, elle était juste une gamine regardant dehors. Mais à l'intérieur, elle portait le poids complet du souffle d'une industrie, parce qu'il savait qu'elle pouvait tout arrêter avec une phrase ou le reconstruire avec une condition. Et elle décidait encore. Après presque 3 heures de silence, Sophie rouvrit son ordinateur. Après presque 3 heures de silence, pas d'équipe caméra, pas de presse, juste ses doigts planant au-dessus du clavier, le bourdonnement de la cabine d'avion faible en fond. Elle se connecta à l'interface corps-moraux, authentifiée avec ID rétinien. Une nouvelle prompte attendait. Vous détenez l'autorité surcharge exclusive. Souhaitez-vous répondre à la demande des GAC? Elle cliqua oui, puis tapa juste 5 mots. Seulement sous nouveaux termes éthiques. En dessous, elle attacha un document, un que sa mère avait écrit des années auparavant, un draft que les compagnies avaient rejeté à l'époque. Maintenant, il revenait avec un nouveau titre, la charte d'équité des passagers. À l'intérieur, 5 conditions pour déverrouiller le système. Certification éthique obligatoire pour tous les équipages de vol, renouvelée annuellement. Tableau de bord de reporting en temps réel pour tous les incidents flagués par les passagers. Auditière de tous les rejets d'embarquement première classe des 3 dernières années. Clause de protection pour les voyageurs mineurs face à l'agression du staff. Excuses publiques émises par chaque compagnie participante, reconnaissant les biais systémiques. Pas de négociation. Pas de spin PR. Pas de silence déguisé en politique d'entreprise. Au QG de la DGAC, le document arriva. Marie Lefebvre le lut une fois, puis deux, puis regarda la signature numérique, autorisée et soumis via protocole Moreau-13. Autorité héritée. Sophie Moreau-Laurent. C'est elle, dit-elle à voix haute. En minutes, le message frappa chaque dashboard partenaire. Air France, Ryanair, EasyJet, même des partenaires internationaux à Heathrow et Frankfurt. Le verdict. Conformez-vous ou restez verrouillés. À travers le pays, les systèmes de programmes de fidélité s'effondrèrent en mode lockdown éthique. Accès salon gelé. Privilèges upgrade révoqués. Tous les terminaux redirigés vers une boucle de maintien. La même heure, la plateforme fédérale d'éthique émise un downgrade masse éthique. Statut non conforme. Des dizaines d'aéroports, plusieurs carriers majeurs. Action immédiate requise. Sophie ne dit pas un mot de plus. Elle n'en avait pas besoin. Le système avait déjà parlé. Au ministère des Transports à Paris, un officiel senior fit irruption dans une réunion fermée. Elle a déclenché clause 13, dit-il. La pièce se figea. Vous voulez dire la surcharge de Moreau? Il hocha la tête. Et elle vient de forcer plusieurs compagnies dans une revue complète de conformité équité. La DGAC n'a pas le choix. Ils appellent une audition fédérale. De retour sur le vol AF 1234, Sophie ferma doucement son ordinateur. Elle ne ressentit pas de triomphe, pas de suffisance, juste la paix. Comme si elle avait enfin dit ce qui pesait sur sa poitrine depuis des années. Et maintenant, tout le pays devrait écouter. Parce qu'elle n'avait pas demandé vengeance, elle exigeait responsabilité. Bientôt, la DGAC relâcha un bulletin officiel. La charte d'équité des passagers a été revue et approuvée pour implémentation d'urgence. Tous les carriers domestiques et partenaires doivent se conformer dans 72 heures pour reprendre l'accès au grid national de fidélité et système de coordination interaéroport. Chaque aéroport gelé, chaque programme de fidélité en standstill, chaque passager élite frustré exigeant des réponses, ils avaient tous une seule fille à remercier, et elle était assise tranquillement en 35C, lisant un livre. Air France fut la première. Leur CEO apparut en live stream dans les minutes du bulletin DGAC. Nous nous excusons publiquement et sans qualification à Sophie Moreau-Laurent et à chaque passager qui a jamais été rejeté, profilé ou irrespecté en volant avec nous. Nous nous engageons à pleine conformité et à l'avenir que Sophie vient d'aider à créer. Puis vint Ryanair, puis d'autres, l'une après l'autre, émises des excuses réelles, pas de vagues regrets. Ils nommaient le mal, reconnaissaient l'histoire.
À l'intérieur du vol, le capitaine reçut une nouvelle directive. Passagère Sophie Moreau-Laurent doit être offerte restauration complète de privilèges VIP, incluant escort retour en première classe. Il fit la moitié de l'allée avant que Sophie lève les yeux et secoue la tête. « Je suis bien ici. » Il hocha la tête. Elle ne faisait pas ça pour les privilèges. À l'arrivée, Claudine se tenait raide devant des officiers fédéraux. « C'est insane, » murmura-t-elle. « L'officier, vous avez été nommé dans un événement sur charge éthique. Cette fille a causé ça? Non, vous l'avez fait. Elle l'a juste rendu visible. » Son badge fut pris. L'ironie, elle n'avait pas demandé le nom de Sophie. Sophie descendit la passerelle comme n'importe qui. Les headlines étaient globales. Ado de 13 ans verrouille des aéroports sur discrimination. Mais Sophie ne répondit pas. Ce soir-là, elle s'assit dans sa chambre à Lyon, dos au mur, ordinateur devant elle. Un message. DGAC demande votre apparition devant le comité sur l'éthique aérienne. Elle pensa. Ce n'était pas pour le spotlight, c'était pour la mémoire. Elle ouvrit un nouveau document. L'espace aérien appartient à tous. Elle draftait un framework permanent. Board de surveillance pour monitorer les pratiques. Plus de violations. Dans les mois suivants, la charte remodela l'industrie. Équipage requérait clearance éthique. Passagers, flaggent incident. Dashboard, track, conformité. Certaines résistèrent, payèrent, d'autres embrassèrent, reconstruisirent confiance. Au centre, la fille qui n'éleva jamais la voix. Sophie envoya une ligne au comité. Le pouvoir n'est pas dans le siège. C'est dans ce que vous faites quand on essaye de le prendre. Plus tard, au comité, tous les yeux sur elle. Mademoiselle Laurent, vous avez la parole. Je n'avais pas prévu de verrouiller. J'avais prévu de m'asseoir, finir un livre, mais j'ai été chassée parce que je n'avais pas l'air d'y appartenir. Si je restais silencieuse, si chaque enfant apprenait que le silence les garde en sécurité. Les compagnies volent des valeurs. Si on ne vole pas avec dignité, on ne devrait pas voler. Personne ne bougea. Monsieur Duval, dans le public, se leva. J'aurais dû dire quelque chose. Sophie sourit, vous venez de le faire. Le headline. Ado shift l'industrie. Voler avec dignité ou ne pas voler. Sophie était de retour à Paris, chocolat chaud, chien à ses pieds, neige sur la fenêtre. Les cieux s'éclaircissaient. Le rapport DGAC. Claudine violait protocole. Barré permanent. Compagnie amendée. L'industrie prit note. Claudine devant panel. Je faisais mon travail. Silence. Ça lui coûta tout. Sophie nommée membre honoraire du board. Personne ne se fait kicker parce qu'il a l'air différent. Pas sous ma watch. La charte devint exigence. Millions interagis avec feedback. Transparence nouveau luxe. Sophie déclina interview. Justice n'était pas moving forward, mais s'assurer no one pushed back. Les cieux réapprit à écouter. Chaque siège a une histoire. Et chaque histoire compte. Avez-vous vu quelqu'un maltraité pour son apparence? Dites-le nous. Ou drop un si vous avez souhaité parler mais ne l'avez pas. D'où regardez-vous? Histoires comme Sophie appartiennent à chaque maison qui croit en la dignité. Les perturbations commencèrent à se propager comme une onde sismique à travers le réseau aérien européen, invisible mais inexorable, rappelant ces révoltes silencieuses qui ont jalonné l'histoire française, des jacqueries paysannes aux mouvements étudiants de mai 68. À bord du vol AF 1234, Sophie Laurent, toujours assise en 35C, sentait le bourdonnement subtil de son ordinateur portable comme un pouls discret, un cœur numérique battant au rythme de la justice qu'elle avait déclenchée. Lucas, son voisin adolescent, continuait à partager des anecdotes sur sa vie à Lyon, parlant avec enthousiasme de la fête des Lumières et de comment il rêvait de devenir musicien comme Jean-Michel Jarre, un héros national qui avait illuminé les cieux parisiens. Sophie, polie et engagée, répondit avec un sourire « C'est génial, Lucas. Moi, j'adore la musique qui raconte des histoires, comme les chansons de Brassens qui dénoncent les injustices sociales. » Leur conversation glissa naturellement vers des thèmes plus profonds. Lucas confia avoir été moqué à l'école pour son accent lyonnais. Et Sophie, pour la première fois, partagea un peu de son expérience. « Tu sais, aujourd'hui, on m'a jugé sur mon apparence. C'est comme si, en France, pays de l'égalité, certains oubliaient encore les principes de la Déclaration des droits de l'homme. » Lucas hocha la tête, empathique. « Ouais, c'est nul. Mais toi, tu as l'air forte. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Sophie hésita. Un conflit intérieur la traversant, devait-elle révéler son pouvoir ou laisser le système parler pour elle?
Elle choisit le silence, mais au fond d'elle, un doute s'insinuait. Et si cette activation allait trop loin, blessant des innocents comme ces passagers ordinaires coincés dans les aéroports? À Charles de Gaulle, Élise Moreau, ironiquement un nom de famille partagé avec la mère de Sophie, bien qu'aucun lien de parenté, une ingénieure système chevronnée aux cheveux courts et au regard perçant, formée à l'école centrale, fixait son écran avec une incrédulité grandissante. C'est impossible, murmura-t-elle en français impeccable, son accent parisien trahissant des racines dans le quartier latin. Les rapports affluaient, glitch simultané à Orly, Marseille, Nice et même à Bruxelles et Genève. Les systèmes de fidélité Air France se figeaient, les salons VIP refusaient les scans, et les files d'embarquement prioritaires s'arrêtaient net, provoquant un chaos poli, mais croissant parmi les voyageurs d'affaires habitués aux privilèges. Élise tapa frénétiquement sur son clavier, analysant les logs. La signature d'erreur pointe vers le Nexus Moreau. Ce protocole fantôme qu'on croyait obsolète, son collègue, un jeune technicien nommé Antoine, leva les yeux. Moreau? Comme cette inventrice qui voulait imposer l'éthique numérique aux compagnies, on l'a ignoré à l'époque. Élise acquiesça, se rappelant les débats houleux à la DGAC, où les idéaux de fraternité avaient été balayés par des arguments économiques. Pendant ce temps, un haut fonctionnaire de l'aviation civile française, M. Bertrand Leclerc, un homme d'une soixantaine d'années au costume impeccablement taillé et à la cravate tricolore discrète, reçut un appel urgent dans son bureau surplombant la scène. « Monsieur le directeur, c'est une crise majeure. Des dizaines d'aéroports affectés, de Paris à Madrid. Le Nexus est activé, et l'origine est un vol en cours. » Leclerc, vétéran des négociations européennes, fronça les sourcils. Activé par qui? Ce système était censé être dormant depuis des années. On lui expliqua. Une mineure, Sophie Laurent, héritière d'un accès tiers-enfant. Leclerc expira longuement, pensant aux valeurs républicaines qu'il avait juré de défendre. Contactez-la immédiatement. Et préparez une réponse diplomatique. En France, on ne négocie pas avec les injustices, on les corrige. À bord, Claudine, l'hôtesse, commençait à sentir les premiers remous. Des plaintes montaient de la classe affaires. Mon application ne marche plus. Je ne peux pas accéder à mes mails. Elle distribua des sourires forcés, mais, intérieurement, une anxiété la rongeait. Avait-elle commis une erreur en déplaçant cette gamine? Un message du cockpit la convoqua à nouveau. Claudine, la DGAC veut votre rapport détaillé sur l'incident du siège UNA. Elle pâlit, son assurance craquelant comme une façade sous la pluie parisienne. C'était juste une procédure standard, balbutia-t-elle, mais le capitaine secoua la tête. Pas selon eux, c'est lié à une activation éthique. Claudine quitta le cockpit, le cœur battant, ignorant encore qu'elle était devenue le symbole d'un biais systémique que la France, terre de Voltaire et de Hugo, ne tolérait plus. Sophie, de son côté, reçut les premiers messages sur son ordinateur, des alertes de la DGAC, polies et formelles, demandant un dialogue. Mademoiselle Laurent, nous reconnaissons l'impact de votre protocole. Veuillez nous indiquer vos conditions pour une résolution. Elle lut, pensive, son conflit intérieur s'apaisant, ce n'était pas de la vengeance, mais un rappel des principes fondamentaux, liberté de voyager sans discrimination, égalité devant les sièges, fraternité dans les cieux. Lucas, sentant son humeur, demanda « Tout va bien ?» Elle sourit. « Oui, mieux que jamais. » Élise, à CDG, coordonnait avec d'autres aéroports. Air France est la plus touchée. Mais Ryanair et Lufthansa signalent des glitches similaires. Les passagers bloqués commençaient à murmurer, certains invoquant l'esprit de la révolution. C'est un scandale. On paie pour du service, pas pour de la discrimination. Leclerc, dans son bureau, ordonna. Préparez une conférence avec les PDG des compagnies. Cette jeune fille nous force à regarder nos failles. Claudine, retournant en cabine, croisa le regard de M. Duval, qui la fixa avec réprobation. Vous avez commis une erreur, madame. Elle détourna les yeux, les premiers regrets naissants. Sophie tapa une réponse préliminaire. Discussion ouverte, mais sous conditions éthiques. Les messages affluaient maintenant des compagnies. Air France en tête, suppliant pour une clearance. Le chapitre se refermait sur une Europe aérienne en suspens, attendant le verdict d'une adolescente qui incarnait l'héritage français de la résistance pacifique. Au cœur de Paris, où les rues pavées résonnent encore des échos de la Révolution française, symboles éternels de liberté, d'égalité et de fraternité, la crise aérienne atteignit son apogée, transformant une simple humiliation en un mouvement pour la dignité humaine. Sophie Laurent, cette jeune fille de 13 ans qui avait osé activer le protocole Moreau depuis son siège inconfortable en 35C,
se trouvait maintenant au centre d'une tourmente qui secouait l'industrie entière, rappelant ces moments historiques où un individu, comme Jeanne d'Arc ou Simone de Beauvoir, défiait les structures établies pour défendre des idéaux supérieurs. Les compagnies aériennes, prises au piège de leur propre arrogance, recevaient les conditions de Sophie via la Charte d'équité des passagers, un document rédigé avec la précision d'un philosophe des Lumières, exigeant non seulement des excuses, mais une réforme profonde inspirée des principes républicains. Air France, en tête, convoqua une réunion d'urgence avec ses dirigeants, où le PDG, un homme d'affaires chevronné nommé Jacques Moreau, un nom qui, par coïncidence, évoquait l'héritage de la mère de Sophie, lut le document avec un mélange d'incrédulité et d'admiration forcée. Cette charte n'est pas une simple demande, c'est un manifeste pour l'égalité dans les cieux, comme si Voltaire avait réécrit les règles du transport aérien, murmura-t-il à ses conseillers, conscient que refuser signifierait un chaos prolongé, avec des aéroports paralysés et des pertes financières colossales, un scénario impensable dans une France où l'économie aérienne soutient des milliers d'emplois, des artisans aux ingénieurs. Pendant ce temps, Sophie, revenue à Paris chez son père Pierre, un homme discret qui avait veillé dans l'ombre comme un gardien des valeurs familiales, réfléchissait à la suite. Pierre, assis dans leur appartement haussmannien surplombant la Seine, posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie, tu as allumé une flamme. Maintenant, ils doivent l'entretenir ou elle les consumera. » Sophie hocha la tête, son esprit tourmenté par un conflit intérieur. La victoire était douce, mais elle n'oubliait pas Claudine, l'hôtesse qui l'avait humiliée. Une femme peut être prisonnière de biais inconscients, forgés par une société encore marquée par des inégalités subtiles, comme celle dénoncée par Bourdieu dans ses analyses sociologiques. Un représentant du gouvernement français, Madame Élisabeth Dupont, une haute fonctionnaire au ministère des Transports, une femme aux cheveux courts et au regard déterminé, formée à Sciences Po et imprégnée des idéaux de la veuve République, contacta directement Sophie via un appel sécurisé. « Mademoiselle Laurent, votre action résonne avec les fondements de notre nation. Nous proposons une médiation pour implémenter votre charte en échange d'une désactivation progressive. » Sophie, avec une maturité qui surpassait son âge, répondit calmement « Madame, ce n'est pas une négociation. C'est une exigence pour que chaque passager, quelle que soit son apparence ou son âge, soit traité avec la dignité que la France promet à tous. » Dupont, impressionné, acquiesça, pensant à l'héritage de Gaulle qui avait unifié la nation par la force des principes. Les compagnies cédèrent une à une. Air France publia un communiqué officiel, s'excusant publiquement auprès de Sophie et de tous les voyageurs discriminés, promettant une formation éthique annuelle pour les équipages, inspirée des programmes éducatifs français qui intègrent l'histoire des droits humains dès l'école primaire. Ryanair et EasyJet suivirent, leur PDG reconnaissant les biais systémiques dans des déclarations télévisées, évoquant l'esprit européen de solidarité post-guerre. À bord du vol, bien que l'avion ait atterri depuis, Sophie reçut une offre pour revenir en première classe sur un vol futur, mais elle déclina poliment. « Je reste en économie, car la vraie égalité n'est pas dans les privilèges, mais dans le respect partagé, comme dans une république où tous les citoyens sont égaux. » Une rencontre émotive fut arrangée avec Claudine, sous les auspices de la DGAC, dans un bureau neutre à Orly, où l'hôtesse, les yeux rougis par les regrets, affronta Sophie. Claudine, une femme d'une quarantaine d'années originaire de Provence, marquée par une carrière rigoureuse mais solitaire, balbutia. « Je n'ai pas vu au-delà des apparences. C'était une erreur, influencée par des stéréotypes que je n'avais pas questionnés, comme tant d'autres dans notre société. » Sophie, avec une compassion qui rappelait les vertus chrétiennes ancrées dans la culture française malgré la laïcité, répondit « Madame, ce n'est pas vous seule qui êtes fautive, c'est un système qui permet cela. Acceptez la leçon et devenez une alliée pour le changement. » Claudine hocha la tête, des larmes coulant, promettant de témoigner pour la réforme, un moment de rédemption qui évoquait les réconciliations nationales après les troubles historiques. Monsieur Duval, l'avocat parisien qui avait assisté à la scène initiale, fut appelé comme témoin devant une commission parlementaire française, où il déclara avec éloquence « J'ai vu l'injustice se dérouler sous mes yeux, et mon silence initial fut une lâcheté. Mais Sophie nous a rappelé que, en France, le courage civique est un devoir, comme lors de la Résistance. » La commission, présidée par un député inspiré des idéaux socialistes de Jaurès, approuva la charte, la rendant obligatoire pour tous les transporteurs opérant en sol français, intégrant des audits indépendants et des protections pour les mineurs,
alignée sur la Convention des droits de l'enfant que la France avait ratifiée avec ferveur. Sophie fut invitée à s'adresser à l'Assemblée nationale, dans une salle ornée des symboles républicains, la Marianne et le faisceau de licteurs, où elle se tint devant des parlementaires attentifs, sa voix ferme mais nuancée d'humilité. « Mesdames, Messieurs, je n'ai pas cherché la gloire, mais la justice. En activant ce protocole, j'ai défendu non seulement mon siège, mais l'idée que l'espace aérien, comme notre République, appartient à tous. Que chaque enfant apprenne que le silence n'est pas une protection, mais que la parole, inspirée par nos ancêtres révolutionnaires, peut changer le monde. Volons avec dignité, ou ne volons pas du tout. » L'applaudissement fut standing, même parmi les sceptiques, car Sophie incarnait l'esprit français, rebelle, rationnel et profondément humaniste. La charte fut implémentée rapidement, avec des tableaux de bord publics pour signaler les incidents, des formations obligatoires évoquant les ateliers philosophiques des lycées français, et des excuses publiques qui résonnèrent comme des mea culpa nationaux. Claudine, réformée, devint formatrice en éthique, partageant son histoire pour prévenir les erreurs futures, une rédemption qui soulignait la capacité française à transformer les fautes en leçons. Monsieur Duval, inspiré, lança une association pro bono pour défendre les voyageurs discriminés, étendant l'impact au-delà des airs. Élise, l'ingénieure, collabora à l'amélioration du système, le rendant plus robuste contre les abus. Lucas, le jeune ami de Sophie, resta en contact, leur amitié naissante symbolisant la fraternité intergénérationnelle. Pierre, fier mais discret, murmura à sa fille. « Ta mère serait fière. Tu as perpétué son legs. » Sophie, de retour à une vie normale, déclina les offres médiatiques, préférant lire Voltaire dans un café parisien, sachant que le vrai courage n'est pas dans la lumière, mais dans l'action quotidienne pour l'égalité. La France, terre de droits humains, avait réappris une leçon ancienne. Le pouvoir n'est pas dans les sièges d'élite, mais dans la voix de ceux qui osent parler, et ainsi, les cieux s'ouvrirent à nouveau. Plus juste, plus fraternel, un témoignage vivant que, comme lors de la prise de la Bastille, un acte de défiance peut libérer une nation entière. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice silencieuse? Partagez-la. Car en France, comme ailleurs, les histoires comme celle de Sophie nous rappellent que la dignité est un combat collectif, ancré dans notre héritage culturel de résistance et d'humanité. L'histoire de Sophie Laurent, une adolescente de 13 ans qui a défié un système discriminatoire dans les cieux français, résonne profondément avec les valeurs fondamentales de la culture française, liberté, égalité, fraternité. Cette jeune fille, en apparence ordinaire, a incarné une forme de courage qui rappelle les grandes figures historiques de la France, comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, qui ont su se dresser contre l'injustice avec une détermination silencieuse mais puissante. À travers son action, Sophie ne s'est pas contentée de revendiquer un siège en première classe. Elle a exigé une transformation systémique, une réaffirmation des idéaux républicains qui font la fierté de la France. En tant que Français, cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la lutte contre les injustices quotidiennes et à tirer des leçons concrètes pour façonner nos comportements et nos choix dans la vie de tous les jours. Le premier enseignement de l'histoire de Sophie est celui du courage face à l'humiliation. Lorsqu'elle a été injustement chassée de son siège, Sophie n'a pas cédé à la colère ou à la résignation, deux réactions naturelles dans une telle situation. Au lieu de cela, elle a choisi une voie plus noble, celle de l'action réfléchie, utilisant le système conçu par sa mère pour faire entendre sa voix. Ce choix reflète une qualité profondément enracinée dans la culture française. La capacité à transformer l'adversité en opportunité, comme l'ont fait les philosophes des Lumières tels que Voltaire ou Rousseau, qui ont utilisé leur plume pour contester l'ordre établi. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous inspirer de ce courage. Combien de fois avons-nous été témoins d'une injustice, que ce soit un commentaire déplacé au travail, une discrimination dans un espace public, ou un traitement inéquitable dans notre entourage, et avons choisi le silence par peur du conflit ou du jugement? Sophie nous enseigne que le véritable courage n'est pas dans l'éclat des gestes spectaculaires, mais dans la décision de ne pas se taire, même lorsque la voix tremble. Appliquer cette leçon signifie oser signaler une injustice. Que ce soit en soutenant un collègue marginalisé, en dénonçant un comportement discriminatoire dans un commerce, ou en défendant un proche face à une injustice sociale. En France, où la devise républicaine guide notre conscience collective, chaque acte de courage individuel renforce le tissu social. Un autre aspect marquant de cette histoire est la fraternité, incarnée par des figures comme Lucas,
le jeune passager qui a offert à Sophie une amitié spontanée, ou Monsieur Duval, l'avocat qui, après un silence initial, a fini par reconnaître sa responsabilité. Ces personnages secondaires rappellent une valeur essentielle de la culture française, la solidarité, qui transcende les âges, les classes sociales et les origines. Lucas, avec son enthousiasme juvénile et son accent lyonnais, a créé un lien humain avec Sophie, lui offrant un réconfort dans un moment de solitude. Monsieur Duval, quant à lui, représente cette capacité française à se racheter, à apprendre de ses erreurs, comme l'a fait la nation après des périodes de division et des guerres civiles aux réconciliations postcoloniales. Dans nos vies, la fraternité se manifeste dans les petits gestes. Offrir une écoute attentive à un voisin en difficulté, soutenir une cause locale dans nos quartiers, ou simplement sourire à un inconnu qui semble exclu. Sophie, en refusant de se venger de Claudine et en lui offrant une chance de rédemption, montre que la fraternité n'est pas une faiblesse, mais une force qui guérit et unit. Appliquons cette leçon en cultivant l'empathie dans nos interactions quotidiennes, en tendant la main à ceux qui sont marginalisés et en construisant des ponts là où la société érige des murs. L'histoire de Sophie est aussi celle d'un héritage, celui de sa mère, Isabelle Moreau, qui a conçu un système pour protéger les plus vulnérables, et de son père, Pierre, qui a veillé à ce que cet héritage perdure. Cet aspect résonne profondément avec la culture française, où la transmission, qu'il s'agisse de savoir, de valeurs ou de traditions, est au cœur de l'identité nationale. Les Français chérissent leurs institutions éducatives, leurs musées, leurs bibliothèques, comme des gardiens d'un patrimoine qui doit être partagé avec les générations futures. Sophie, en activant le protocole de sa mère, n'a pas seulement défendu sa propre dignité. Elle a honoré un legs, celui d'une femme qui croyait en un monde plus juste. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en valorisant les enseignements de nos aînés, qu'il s'agisse des leçons de nos parents sur l'honnêteté, des récits de nos grands-parents sur la résilience, ou des valeurs transmises par nos enseignants. Cela signifie aussi transmettre à notre tour, partager nos connaissances avec les plus jeunes, raconter des histoires qui inspirent, et défendre les principes qui nous tiennent à cœur, comme Sophie l'a fait en rédigeant la charte d'équité des passagers. En France, où l'éducation est un pilier de la République, chaque conversation, chaque geste d'enseignement est une brique dans la construction d'un avenir plus équitable. Enfin, l'histoire de Sophie nous rappelle que les injustices ne sont pas seulement le fait d'individus, mais de systèmes qui tolèrent ou encouragent les biais. Claudine n'était pas une méchante caricaturale, elle était le produit d'un système qui valorise les apparences et les statuts au détriment de l'humanité. En France, où l'égalité est inscrite dans la Constitution, cette leçon est particulièrement pertinente. Sophie n'a pas cherché à détruire Claudine, mais à réformer un système défaillant, à l'image des grandes réformes sociales françaises, comme la sécurité sociale ou le droit de vote des femmes. Cette approche nous pousse à réfléchir à notre propre rôle dans les systèmes qui nous entourent. Au travail, dans nos communautés, dans nos institutions, sommes-nous complices? Par inaction? De pratiques injustes? Avons-nous le courage de proposer des changements? Comme Sophie l'a fait avec sa charte, appliquer cette leçon signifie s'engager activement. Signaler des pratiques discriminatoires dans nos entreprises. Militer pour des politiques inclusives dans nos écoles ou participer à des associations locales qui promeuvent l'égalité. Comme Sophie, nous pouvons être des catalyseurs de changement, même à petite échelle, en rappelant que la République n'est forte que si ses citoyens s'impliquent. L'histoire de Sophie Laurent est plus qu'une anecdote. C'est un miroir tendu à chacun de nous, nous demandant si nous sommes prêts à défendre la dignité là où elle est bafouée. En France, où l'histoire est riche d'exemples de citoyens ordinaires devenant extraordinaires, des révolutionnaires de 1789 aux résistants de 1944, Sophie nous rappelle que l'âge, l'apparence ou le statut n'importent pas face à la force des convictions. Appliquons son courage en osant parler, sa fraternité en tendant la main, son respect pour l'héritage en transmettant des valeurs et sa vision en réformant les systèmes défaillants. Que ce soit dans un café parisien, une école de province ou une salle de réunion, chaque jour offre une opportunité de vivre selon les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur votre propre rôle dans la lutte pour la justice, alors agissez maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien à Sophie et à tous ceux qui défendent la dignité. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, car les histoires comme celle-ci méritent d'être entendues dans chaque foyer, chaque école, chaque bureau.
Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui célèbrent l'esprit français et l'espoir d'un monde plus juste. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice que vous auriez voulu dénoncer? Avez-vous une histoire de courage à partager? Dites-nous d'où vous regardez, et ensemble, faisons résonner le message de Sophie. Voler avec dignité, vivre avec dignité, ou ne pas vivre du tout. Rejoignez ce mouvement pour un monde plus équitable. Ici et maintenant.